L'histoire que je vais vous raconter se passe à La Machine. Alors La Machine, c'est un nom un peu étrange. En fait, c'est une ville qui s'appelle comme ça. C'est une ville qui est donc dans la Nièvre. Et c'est vraiment l'un des cas d'esprit frappeur les plus troublants qui existent en France. Il a été très... vous allez voir qu'il a été bien documenté. Ça m'intéresse. Moi, j'ai une approche d'historien, donc j'ai besoin d'avoir des faits, pas juste des petits trucs un peu nébuleux. J'ai vraiment besoin d'avoir des informations assez fiables. Et ce cas a de particulier aussi, c'est que c'est la première fois, à ma connaissance, qu'un cas d'esprit frappeur a fait l'objet d'une enquête de gendarmerie extrêmement approfondie. Avant 1973, ces histoires de maisons qui font du bruit, la maison du diable, ce que vous voulez, ça restait plus ou moins légendaire et c'était pas pris très sérieusement. Il crachote un peu le micro, j'ai l'impression. Ou alors c'est plateau. J'essaie de trouver la façon de parler qui est le moins sinon j'ai l'impression que ça me fait une sorte d'écho souvent. Un, deux. Bon, je vais essayer de parler sans faire trop de souffle. Si on n'a pas mieux, on n'a pas mieux. C'est pas très. Alors, on va d'abord situer cette ville. Pour que vous voyez à peu près où c'est. Là, vous avez une carte de la France. Donc, on est en Bourgogne, dans le sud nivernais. Si vous avez déjà été par là, vous êtes peut-être familier. 30 km au sud-est de Nevers. La Machine, c'est vraiment une petite ville, c'est ce qu'on appelle une ville champignon, pas de relief, pas vraiment passé, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de monument historique, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas un endroit de villégiature particulier. Elle est née il y a à peine 200 ans, et en fait, pourquoi elle s'appelle La Machine? Parce qu'il y avait un ingénieur belge qui s'appelait Daniel Michel, qui avait inventé une sorte de gros manège, ce que vous voyez là à l'image. C'est un manège à chevaux qui aidait à faire remonter les mineurs des profondeurs, parce qu'en fait c'est une ville minière, et ça aidait à transporter du matériel et du minerai. Et en fait, le nom de La Machine qui avait été donné à cet outil est devenu celui de la ville. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors La Machine, vous l'avez deviné, c'est une ville minière. Voilà un peu, ça c'est une photo assez ancienne, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Parce que c'est vrai que quand on pense au gisement de charbon en France, on pense assez rarement à cet endroit-là. On pense plus au Nord-Pas-de-Calais, à la Lorraine, bien sûr. Mais en fait, vous avez en France des petites régions, des petits endroits où il y a des mines de charbon, et la Machine en fait partie. On n'est pas très loin du Massif central ici. Voilà à quoi ça ressemble vu du haut. Alors qu'est-ce que je peux vous dire toujours sur La Machine, parce qu'il faut un peu planter le contexte, ça aide à comprendre ce qui va se passer. Petite localité, en 1785 avec 400 habitants, et là en 1890 il y en a 5000, et au moment des faits, donc dans les années 70, il y en a à peu près 6000. Vraiment une petite ville. Et dans cette petite ville, vous avez des cités. C'est un peu le principe des villes minières souvent. Et là vous avez des cités, alors vous en voyez une à l'écran, la cité des Agots, et il y a la cité Sainte-Eudoxie, la cité Sainte-Marie, les Agots que vous voyez. Dans ces cités, en fait, habitent tous les mineurs, tous les ouvriers qui bossent dans les mines, et ils ont des maisons à peu près similaires. Et dans les années 20, il y a une autre cité qui apparaît, la cité des Minimes. Alors la cité des Minimes a ceci de particulier, c'est qu'elle est construite selon un plan orthogonal, avec des rues qui n'ont pas de nom. Il y a juste elles ont juste des numéros et des lettres, et aucun nom. Donc vous habitez, alors je vous donne un exemple, vous habitez dans la maison 2A, et vous n'habitez pas 8 avenue des Écureuils. Oui. Des maisons qui sont à peu près toutes similaires. Et après, au fur et à mesure, entre les années 30 et les années 70, il commence à avoir des maisons un peu plus importantes. Au début, c'était des maisons qui avaient un étage, puis après, il y avait des maisons avec 2 étages. Voilà. Il faut savoir qu'en 1946, donc on est 30 ans avant notre histoire, un tiers de la population de La Machine vit dans la cité des Minimes. La cité des Minimes, alors je crois que j'ai une photo pour montrer à quoi ça ressemble. Non, ça c'est le plan, pardon, ça c'est le plan d'au-dessus. Et vous voyez, la cité des Minimes, elle est en bas à gauche là. Et
seule, elle occupe un espace énorme. Donc vous imaginez, on est dans les années 70, dans cette ville, où on travaille, il n'y a pas d'équipement sportif, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de lieu culturel. Il y a un petit stade, mais il n'y a pas vraiment d'équipements commerciaux. Il n'y a pas grand-chose en fait en termes d'animation. C'est un cadre plutôt austère. Et en plus, on est dans les années 70, un moment où l'industrie les mines de charbon et l'industrie du charbon est en train de décliner. En tout cas dans cette région. Et donc on est dans une région qui essaie de se reconvertir et qui n'y arrive pas. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez la photo. Et alors donc, en septembre 73, on va arriver à notre histoire, et bien dans ce quartier des Minimes, il y a une rumeur qui commence à se répandre, et cette rumeur c'est que dans une famille, les P, alors je ne donne pas leur nom parce qu'ils n'ont jamais voulu qu'on donne leur nom, ils ont toujours été connus, la famille P, et bien dans cette famille il se passerait des choses très étranges. Notamment leur fils, ils ont un fils unique, un adolescent de 11 ans qui s'appelle Dominique, et bien dans sa chambre, on entendrait des coups frappés dans les murs. Et alors le plus étrange, c'est que ça se passerait tous les soirs entre 19h et 20h. Jamais autrement. Et toujours quand le garçon est dans sa chambre. Voilà, ça c'est la rumeur qui se répand à l'époque. Voilà le petit Dominique, il est dans sa chambre avec le fameux mur. Alors étrangement, ça ne fait pas peur au petit Dominique. Lui, voilà, on le voit en photo, ça l'amuse plutôt, cet embourrinage. Et même au point qu'il commence à communiquer avec le mur. C'est un peu lui parle, en fait, comme s'il parlait à une peluche ou un animal familier, bah, il lui parle au mur. Et le plus stupéfiant, c'est que quand il pose des questions, eh bien le mur lui répond. C'est-à-dire que quand tu lui demandes, je sais pas, une question, c'est est-ce qu'il va faire beaucoup demain, par exemple, un coup pour oui, deux coups pour non, et le mur fait un coup pour oui, deux coups pour non, s'il fait beau ou pas beau. Et donc là, le gamin commence à se dire que ça devient un jeu très amusant. Les parents, bien sûr, découvrent ça, bien sûr, ils ne peuvent pas passer à côté de ça. Ils sont très très embarrassés parce qu'ils disent que c'est une blague, ou alors que c'est du bruit qui vient de chez les voisins. Vous avez vu tout à l'heure les photos que je vous ai montrées citées, c'est des maisons, certaines sont indépendantes, mais d'autres sont mitoyennes. Et un soir, le père de Dominique va même aller voir les voisins parce qu'il entend les coups dans le mur et il se dit non mais ça c'est les voisins qui font du bruit et il faut que ça cesse. Le problème c'est que quand il va chez les voisins, il n'y a pas de bruit et qu'il entend bien que le bruit vient en fait de chez lui et pas de chez les voisins. En fait, le bruit vient du mur, littéralement. Et donc d'emblée, en fait, les voisins sont mis hors de cause. Ils n'ont jamais été responsables de ces bruits. Donc lui, Dominique, il continue, lui s'amuse, là il communique avec ce qui produit des coups. Il demande par exemple de taper une fois, deux, trois, il lui dit par exemple tape 3 fois. Alors je vais dire le mur, on ne va pas dire l'esprit, on va dire le mur tape 3 fois. Et en fait, les premiers témoins, c'est-à-dire les parents et puis les voisins, bien sûr, qui vont entendre ça, vont dire mais c'est comme si. Alors Dominique a l'air de s'amuser. Mais on a l'impression que le mur, c'est subjectif bien sûr, mais que le mur s'amuse aussi. Voilà, qu'il y a un petit jeu qui s'est fait entre le mur, entre le gamin et le mur. Alors bien sûr, ce petit jeu insolite va sortir du quartier, enfin va commencer à se répandre, parce que voilà, la rumeur se répand qu'il se passe un truc bizarre chez eux, donc les gens en parlent. Faut voir, c'est pour ça que je vous ai présenté la petite ville, c'est une petite ville où il ne se passe rien du tout. Il ne se passe jamais rien. Donc là, enfin, il se passe quelque chose. Il y a un sujet de conversation. Donc ils commencent à avoir des curieux qui commencent à venir voir. Et puis ils veulent entendre le bruit, ils veulent entendre le mur qui tape. Et eux-mêmes commencent à poser des questions. Ils font un peu comme des quiz. C'est-à-dire ils demandent au mur quel âge j'ai. Et le mur il répond. Le mur il tape le nombre de coups. La personne, si elle a 25 ans, il tape 25 fois. Donc voilà, ils s'amusent, ils commencent le jeu se répand, on va dire ça comme ça. Et même, alors c'est assez amusant parce que quand les gens s'en vont, et ben le mur a l'air de mal réagir, un peu comme si on le privait d'un jeu. Et donc il se met à taper très fort, comme s'il était en colère.
Donc c'est comme s'il y avait une sorte de forme de vie quelque part dans ce mur, ce qui paraît complètement incroyable. Au point que d'ailleurs, quand il est en colère, c'est vraiment des coups furieux, c'est pas juste des petits coups qu'on entend, c'est vraiment des coups qui font. Ils ont une sorte de lustre chez eux, il paraît que le lustre brinque-balle de part et d'autre, tellement c'est fort. Donc l'agitation ne cesse pas, dans toute la ville on commence à parler de ce mur qui parle, qui tape. Il commence à y avoir beaucoup de voitures qui s'arrêtent devant chez eux, qui veulent venir voir, venir entendre. Surtout que ça se passe entre 19h et 20h, hein. C'est pas toute la journée, c'est juste 19h, 20h. Le père de Dominique, qui est mineur, son travail ça se passe pas très bien parce qu'on commence bien sûr à se moquer de lui. Il y a des gens qui lui passent derrière dans le dos et qui lui font des blagues de fantômes et de ouf, et qui se moquent du mur. Enfin, vous imaginez tous les styles de plaisanterie qu'on peut faire. Au point que il commence à en avoir un peu assez de cette histoire. Les parents trouvent ça maintenant qu'ils aimeraient qu'on leur fiche un peu la paix. Ils ont l'impression d'être perçus comme des phénomènes de foire, quelque part. Eux, ils sont responsables de rien. Alors tout ce remue-ménage, forcément, c'est comme ça. Et vous verrez demain, quand je raconte l'histoire d'Alençon, c'est la même chose. À un moment, les autorités la prennent, toujours en dernier, mais ils la prennent. Et là, c'est le cas des gendarmes. Et donc la gendarmerie locale, elle n'est pas tellement intéressée par les bruits du mur. Elle se dit, beaucoup de gens là qui se réunissent, ça peut troubler l'ordre public, donc c'est un peu inquiétant. Donc ils décident quand même d'aller voir de quoi ils retournent. Ils vont aller sur place, et à l'époque, le responsable des gendarmes de la machine, c'est Bernard Gilbert. Donc il est commandant de la brigade à la machine depuis quelques mois à peine. Avant, il était dans une autre brigade à Decize. Decize, c'est une ville entre la machine et Nevers. Voilà. Et donc il a 36 ans, vous le voyez en photo, et il vient avec ses quelques gendarmes, ils vont venir voir ce qui se passe de plus près. Et il a dit, parce que lui, il a été beaucoup interviewé par la suite par les journaux, et il disait il paraît qu'il se passait de drôles de choses chez les P, des coups dans le mur comme un fantôme. Voilà. Donc quand la gendarmerie commence à s'occuper de l'histoire, ça fait à peu près une semaine que ça dure. Ça fait une semaine que les coups ont commencé. Alors bien sûr, les gendarmes vont faire éloigner tous les curieux, et ils vont en fait constater par eux-mêmes l'ampleur du phénomène. Et en fait, ils ne vont pas être déçus parce que effectivement, il se passe des choses très très insolites. Le jeune Dominique, par exemple, il fredonne à un moment la Marseillaise. Je ne sais pas bien la chanter, mais il chante l'air de la Marseillaise. Et le mur commence à battre le tempo de la Marseillaise, littéralement. Ils font des musiques militaires, ils font passer des... Il y a une chanson aussi de Marie Laforêt qui était très connue à l'époque, qui s'appelait Viens, viens, qui était un succès aujourd'hui un peu oublié comme chanson, mais si vous écoutez sur YouTube, ça vous dira peut-être quelque chose. Et donc il commence à chantonner cette chanson, et le mur manifestement aime bien la chanson et tambourine avec. Et donc Bernard Gilbert, il a l'idée d'utiliser, ça c'est une super idée, d'utiliser un magnétophone. Mais pas de le poser là quand ils sont là. En fait, il va le poser discrètement dans un coin, et il va le laisser tourner, et après il s'en va. Et il viendra voir ce que ça a enregistré, parce qu'il se dit, si c'est un canular de supercherie, je vais forcément enregistrer la famille ou le gamin en train de dire que regardez, on les a bien eus, ou quelque chose comme ça. Là, ils vont laisser le magnétophone tourner, et puis ils récupèrent l'enregistrement un petit peu plus tard. Et en fait, ils s'aperçoivent effectivement, pendant un moment, il se passe rien du tout sur l'enregistrement, puis tout à coup, ils entendent les coups très distinctement dans le mur. L'enregistrement, alors c'est M. Gilbert qui l'a toujours. Il est à la retraite aujourd'hui, je vais vous en parler après, mais il a toujours l'enregistrement. Et je sais qu'il existe sur YouTube. Si vous tapez la machine, enregistrement quelque chose, enfin, allez chercher, vous entendrez les coups avec le gamin qui pose des questions et le mur qui fait poum, poum, comme ça. C'est assez spectaculaire. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape un coup. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape deux coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape trois coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape quatre coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 10 coups. Esprit, c'est le chef qui te parle, tu m'entends? Tape un coup.
Je t'ai pas entendu, retape un coup. Est-ce que tu me veux du mal? Tape 2 coups. En tout cas, c'est la première fois à ma connaissance que la gendarmerie enregistre un document sonore dans d'une manifestation qu'on peut juger en tout cas paranormale. Alors par la suite, les gendarmes vont procéder à plusieurs enregistrements. Il y a des enregistrements, on entend le père, il y a des enregistrements, on entend la mère qui suggère des questions à son fils. Et ce qui est étonnant, c'est que le mur a l'air vraiment infaillible, c'est-à-dire qu'il ne se trompe jamais. Le commandant Guibert va essayer lui-même d'ailleurs. Il dit il n'y a pas de raison que je ne lui pose pas des questions. Donc il va lui demander quel âge il a, le mur va lui répondre. Il va dire combien il a d'enfants, le mur va lui répondre. Après ça, on se dit, bon, il y a des gens autour de lui qui savaient quel âge il avait et combien il avait d'enfants. Il va demander combien de balles il a dans le chargeur de son pistolet. Et c'est important parce que lui-même n'a même pas vérifié, il ne sait pas. Donc il se dit, si c'est une histoire de télépathie ou je ne sais quoi, quelqu'un me lit on ne peut pas me lire dans le cerveau, de toute façon je ne sais même pas. Et donc en fait, le mur va répondre à un nombre de balles et lui va vérifier son pistolet, effectivement il a le nombre de balles indiqué par le mur. Et alors il y a la question la plus étonnante, c'est celle-là, c'est que le commandant va demander combien j'ai de gendarmes dans ma brigade. Et là, les gens le regardent en disant mais ça tout le monde sait, il y a 5 gendarmes. Et donc on demande au mur combien y a-t-il de gendarmes dans la brigade. Et le mur répond, tape 7 fois. À 5 fois, 7 fois. Alors tout le monde dit, ah, le mur s'est trompé, il n'est pas infaillible, il s'est trompé. Non, en fait, il ne s'est pas trompé. Et le commandant l'a tout de suite dit, il a dit, bah non, en fait, il faut que je le dise. J'ai 2 nouveaux gendarmes qui sont arrivés ce matin. Et donc, ils sont bien 7. Voilà. Et personne ne le savait dans la ville. Personne. Lui, si. Donc, à la limite, l'information, si elle vient de lui, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, ça, c'est assez spectaculaire. Donc, il va répondre ça. Ça remarche. Oui, alors après, donc, le mur répond à tout. Et donc, bien sûr, il y a des petits malins qui se disent on va lui demander les numéros du tiercé pour gagner. Et donc, ils prédisent les tiercés. Et en fait, alors ça, c'est un peu plus subtil. Parce qu'il a dit, sur les trois. Alors, ça, c'est le commandant Guibert qui raconte sur les 3 chevaux, il y en avait 2. Mais j'avais demandé aussi combien il y avait de partants dans la course. Et il savait qu'il y avait 14 partants. Et en fait, le mur a tapé 13 fois parce que le matin même, il y avait ce qu'on appelle un non-partant, un cheval qui n'est pas parti. Ouais. Donc le mur savait même qu'il y avait un cheval qui ne courait pas. En tout cas, bon, voilà, les gendarmes et notamment le commandant ont tous constaté à plusieurs reprises ce phénomène. Il dit, j'ai personnellement pu échanger avec le mur, l'esprit, hein, voilà. Lui-même ne sait pas très bien ce qu'il faut dire. Il a répondu à des questions très personnelles que je me suis posées. Bref, c'était très déstabilisant et mes gendarmes étaient du reste plutôt perturbés. Alors bien sûr, ils ne sont pas contentés de faire ça, les gendarmes. Ils ont fait une fouille extrêmement approfondie de la maison, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lui-même il l'a dit, hein, bien plus tard en 2011, il avait été interrogé par le journal du Centre sur cette histoire. Il avait dit, on a fait une enquête très sérieuse, on a fait des planques, on a placé des gendarmes partout, à l'étage, derrière la cloison, au sous-sol, dans le jardin. Il n'y avait rien de rien. Et les coups continuent, les coups entre 19 et 20 heures continuent de se faire entendre. Et dans le rapport officiel, il a même dit que certains, quand vous mettiez votre main à 40 cm du mur, et ben le coup était tellement fort que vous sentiez l'onde, comme une onde de choc. Donc ça voulait vraiment dire que c'était très très puissant. Alors cette histoire va durer à la machine pendant 2 mois à peu près 2 mois. Et en fait c'est une lettre qui a été envoyée par une famille, alors d'Artel, je sais pas où c'est, mais je sais que c'est dans la Nièvre, une autre famille qui avait un problème avec leur fille, et leur fille, chez eux, dès qu'elle rentrait à la maison, ils entendaient des cavalcades de chevaux dans la maison. Vous imaginez? Alors donc bien sûr un son qui venait de nulle part.
Et en fait, il s'était rendu compte que dès que la jeune fille s'en allait de la maison, il ne revenait pas pendant un petit moment, bah, ça s'était arrêté. Donc ils avaient envoyé une lettre à la gendarmerie, ils avaient dit oui, on a appris l'histoire de la machine, peut-être que le petit garçon, puisque manifestement ça se passe dans sa chambre, s'il part pendant un petit moment, peut-être que ça va s'arrêter. Et donc effectivement, on a le couple, les P ont envoyé Dominique, alors je ne sais pas où ils l'ont envoyé, chez la grand-mère, je ne sais pas très bien. Enfin, en tout cas, pendant 2 mois, il est parti loin de la machine. Et il n'est revenu qu'en décembre. Et en décembre 73, là, quand il est revenu, le phénomène s'est arrêté quand il est parti, et quand il est revenu après, il n'a pas repris. Voilà. Donc il n'y a plus jamais eu aucun bruit, plus de frappe dans le mur, rien du tout, et voilà. Donc là, ça fait plus de 45 ans, cette histoire est arrivée, le mystère est toujours inexpliqué. Alors, est-ce qu'on peut quand même essayer d'apporter un peu d'explication, parce qu'on a beaucoup d'éléments, quand même. Pas mal de gens, de témoins étaient là, ont pris des notes. Vous allez voir qu'il y a des spécialistes qui sont rendus sur place. Donc on va essayer maintenant, ça c'était l'histoire, maintenant on va essayer un peu de passer à la partie qu'est-ce qu'on peut en dire. Quelles sont les hypothèses pour expliquer ça? Non, je parle bien d'hypothèses, hein. C'est un dossier inexpliqué, ça, je ne vous fais pas de fausses promesses, hein. Il n'y a pas d'explication finale, je n'ai pas la prétention de vous dire exactement ce que c'était. Mais on peut aller vers des hypothèses. Alors, première chose, on va partir du plus rationnel. Le plus rationnel, on se dit, c'est un phénomène naturel. Alors, ça peut être un cours d'eau, ça peut être des problèmes de tuyauterie dans la maison ou un effet électromagnétique. Mais toutes ces pistes, en fait, elles ne marchent pas. Elles ne marchent pas parce que, bon, déjà, un cours d'eau, il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas de rivière souterraine qui passe sous la maison. Si on sait, hein, quand vous avez une rivière qui passe sous une maison, ça peut déclencher des coups béliers, ça peut déclencher des sons. Ça a été observé à plein de reprises. Donc ça aurait pu être ça. Mais là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien qui puisse expliquer ça. La tuyauterie était soigneusement examinée, pas de coupe bélier, pas d'explication particulière. Enfin, elle est en bon état, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différence de pression, rien de tout ça. Il n'y a pas de tuyau. Et d'ailleurs, dans la partie du mur, qui donc était dans la chambre de Dominique et qui était mitoyenne avec les voisins, il n'y avait pas de tuyau qui passait dans ce mur-là. Aucun phénomène électrique ou électromagnétique connu peut créer des coups aussi forts et aussi réguliers dans un mur. Donc ça ne peut pas être ça non plus. Et puis de toute façon, je me dis, à supposer que ce soit un phénomène naturel, même pas très connu, moi j'en connais aucun qui fait des bruits à heure fixe. C'est-à-dire qu'il se met en action entre 19 et 20 heures. Et seulement, si c'était naturel, ça sera à toute heure du jour et de la nuit. Voilà, donc là, bon, en tout cas, je pense que cette piste, elle peut être assez vite écartée, parce que, en tout cas, il n'y a aucun élément qui va dans le sens d'une explication naturelle. Alors, est-ce que ça peut être une mauvaise blague ou un canular? Parce que les gendarmes y ont pensé, hein, ils ne sont pas bêtes, hein, donc ils se sont dit, soit les coups sont produits par un plaisantin, quelqu'un d'extérieur à la famille qui peut se moquer de la famille et les mettre en difficulté, soit c'est un membre de la famille lui-même qui les provoque, qui aurait voulu s'amuser à faire des blagues et après aurait été dépassé par l'ampleur de l'affaire. Ce qui peut arriver, hein, ça c'est... Quand vous étudiez un peu tous ces sujets-là, tous ces dossiers d'esprit frappeur, de poltergeist, de phénomènes étranges, vous avez énormément de canulars, énormément de fausses affaires. Là, par exemple, je vous ai mis en haut à gauche les feux diaboliques de Céron. Céron, c'est dans le Béarn, et c'est en 79, hein, donc un peu après notre histoire. Il y avait des pyromanes qui avaient provoqué des combustions spontanées dans une maison. Il y avait une centaine de combustions, de départs de feu dans une maison. Donc on avait dit que c'était la maison du diable, qu'il y avait une malédiction, qu'elle était hantée, enfin tout ce que vous voulez. En fait, non, pas du tout. C'était le fils de la maison et de sa petite amie qui avait déclenché les incendies dans l'histoire d'escroquerie à l'assurance. Voilà. Mais il a fallu du temps avant de le trouver. Et pendant longtemps, vous voyez le titre qui est juste en dessous, les diaboliques de l'affaire Montée. Voilà, la presse tout de suite s'emballe un peu. En 98, un autre exemple, en octobre, dans l'église de Delin. J'ai un peu oublié où c'est Delin, je crois que c'est dans le nord. Il y avait des statues qui se déplaçaient, il y avait des ampoules qui éclataient, vous aviez des cierges qui s'envolaient. Donc bien sûr tous les habitants étaient bouleversés, qu'est-ce qui se passe dans notre église? Et en fait on a découvert que tout ça c'était plus ou moins mis en scène et truqué par le maire de la commune en personne, qui détestait le curé, et qui voulait qu'en fait il se passe
l'église a une mauvaise réputation, enfin il voulait se venger du curé, il avait déclenché tout ça. Plus récemment, et ça c'est la photo que vous voyez à droite, le couple attaqué par les objets de sa maison, ça c'était en Moselle, en août 2014. Donc un couple qui était allé voir la gendarmerie en disant notre maison est saccagée, elle doit être hantée par des fantômes, il y a des meubles renversés, des fenêtres brisées, etc. La police est venue, elle a même vu un téléviseur tomber sur le sol comme ça, de manière en tout cas inexpliquée. Et en fait non, après c'est la mère de famille qui a avoué, il y a encore une histoire de... Alors c'est pas une arnaque à l'assurance, c'était pour faire baisser le prix, enfin il y a une histoire de vente et d'achat, un truc... Enfin, c'était une histoire d'immobilier et d'arnaque immobilier. Voilà. C'était vraiment pour que la maison ait une sale réputation et coûte moins cher. Dans le cas de la machine, je reviens à notre histoire de la machine. Dans le cas de la machine, on a... oui, la mystification peut être possible. Je ne peux pas l'écarter comme ça. Sauf que, comme je vous l'ai dit, toutes les pièces de la maison étaient passées au peigne fin. On n'a jamais trouvé le moindre indice de tromperie ou de fraude. Le commandant Gilbert a dit on a sondé les murs, il n'y avait pas de fil électrique, il n'y avait pas de dispositif bizarre, on n'a rien trouvé qu'on n'a pas su expliquer. Donc moi je me dis, si c'est un canular, une blague, comment ils se sont pris, quoi, comment ont-ils fait? Et là, moi j'ai pas d'explication. Surtout, sachant qu'il y avait beaucoup de témoins, dont les gendarmes. C'est quand même compliqué quand on voulait faire un truc spectaculaire et truqué, il vaut mieux être un peu tranquille qu'avoir plein de gens qui sont déjà là. En tout cas, lui, le commandant de la brigade, il a dit, je suis sûr d'une chose, il n'y avait pas de trucage et pas de supercherie. Alors à un moment, et j'ai lu ça tout récemment, je suis un peu tombé d'armoire, il y a des gens quand même qui ont osé dire que ça avait été mis en scène par les gendarmes eux-mêmes. Alors là, ouais, je me suis dit, il faut quand même avoir l'esprit un peu mal tourné parce que franchement, je vois pas ce que la gendarmerie aurait gagné dans cette affaire. Ils n'ont pas gagné de la gloire, au contraire, parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas réussi à expliquer les phénomènes. Donc, bon, voilà, franchement, les gendarmes n'auraient rien eu à gagner d'organiser une mascarade. Alors, dans l'histoire de l'étrange, je vais en parler assez brièvement, mais dans l'histoire de l'étrange, on a quelques cas comme ça, comme la machine, dont on ne sait vraiment pas expliquer. Là, vous avez, alors, c'est le seul document photo que j'ai. C'est déjà bien d'en avoir un parce que vous voyez la date, c'est 1902. On est dans le Velay, on est dans le Haute-Loire, et c'est l'histoire du moulin hanté de Perbec qui est très documentée aussi. Alors, j'ai pas le temps de tout vous raconter parce que je parle plutôt de la machine, mais juste pour vous dire de quoi il s'agissait. Ça se passe en novembre. Vous avez des agriculteurs qui reviennent d'un marché, qui passent à côté de ce moulin et qui entendent des cris. Ils rentrent dans le moulin, parce qu'ils entendent vraiment des cris de peur, avec des pleurs, enfin des gens qui sont très mal. Et là, ils vont trouver, la femme du meunier et ses filles. Et la femme du meunier est totalement paniquée parce que y a une scène assez hallucinante qui se produit dans le moulin, c'est que les deux filles qui ont respectivement 14 et 12 ans sont en train de hurler parce qu'on a l'impression qu'il y a une force invisible qui est en train de les projeter, de les traîner sur le sol, littéralement. Et elles sont en train de crier que quelqu'un les pousse, quelqu'un les pousse. Alors le meunier à ce moment-là n'est pas là, il y a juste sa femme et les deux filles. Et les témoins, donc ces trois paysans qui revenaient du marché, vont vraiment voir ça. Ils disent qu'il y avait un désordre inimaginable, les assiettes éclataient, les meubles se renversaient tout seuls. Les vaches qui étaient dans l'étable juste à côté étaient terrifiées. Il y a même des couvertures qui se sont envolées des lits, des chambres, et qui sont allées s'abattre sur les vaches, littéralement. Il y a un des paysans qui a essayé de maîtriser une des filles, parce qu'elles étaient totalement hystériques, les deux jeunes filles. Et en fait, il a essayé de la maîtriser, je ne sais pas bien comment, mais elle a perdu un sabot, et le sabot s'est littéralement envolé par la fenêtre, enfin en brisant la fenêtre. Et il y a des pierres qui sont venues de l'extérieur aussi. Donc les témoins étaient complètement, non seulement c'était la pagaille la plus complète à l'intérieur du moulin, mais de l'extérieur arrivaient des choses comme des cailloux et qui venaient de nulle part. Donc ça c'était, voilà, c'est une scène assez terrifiante. Je pense que je l'aurais vécu ça, j'aurais été assez estomaqué. La femme du meunier avait une petite explication, mais c'est la sienne, hein.
Elle disait c'est l'intervention de Marie. Alors Marie, c'était la première femme du meunier et la mère des deux filles. Parce qu'elle, elle était la seconde épouse. Bon, après, pourquoi pas, il y a des filles qui dira qu'elle a vu le fantôme de sa mère, enfin voilà, des choses comme ça. L'histoire a fait le tour du canton. Très très vite, il y a des centaines de curieux, hein, c'est l'image que vous voyez, qui sont venus assister, enfin qui sont venus se mettre à côté du moulin, voir ce qui se passait. Mais en fait, il y en a beaucoup qui ont dû s'enfuir parce qu'eux-mêmes étaient bombardés par des cailloux, des sabots, du savon, enfin plein de choses quoi, qui arrivaient de nulle part, on ne sait pas pourquoi. Ils ont fait venir un prêtre, ça ne servait à rien. Ça a duré quand même, ça a commencé en novembre, ça s'est reproduit de manière sporadique, là, enfin, de temps en temps, irrégulière, de temps en temps, jusqu'au réveillon de fin d'année. Au réveillon de fin d'année, ça a été le délire, encore des bougies qui s'éteignent toutes seules, des bruits de pas dans le grenier, enfin plein de choses. Et début 1903, en fait, on a envoyé les deux filles à Paris. Et là, comme par hasard, c'est un peu comme le petit Dominique, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. D'ailleurs, c'était bien qu'on les envoie à Paris parce que les deux jeunes filles étaient très très mal vues. On les avait, bien sûr, les gens du coin les avaient surnommées les filles du diable. Enfin, vous voyez tout ce qu'on peut imaginer, bien sûr. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Hein. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé dans ce moulin. La presse de l'époque en a parlé, hein, beaucoup d'articles, ce qui m'a permis de savoir les détails. Alors, à un moment, on a pensé que c'était un canular du meunier, parce que le meunier était endetté, parce qu'il jouait beaucoup. Et donc, en fait, on s'est dit, est-ce que c'est pas un canular du meunier pour rendre son moulin invendable, donc il ne peut pas être... ses créanciers ne peuvent pas le prendre. Enfin, vous voyez un peu l'opération un peu frauduleuse. Est-ce que c'était pour le coup un phénomène très naturel, avec des énergies un peu curieuses, parce qu'il y avait de l'eau, hein, on est un moulin, donc il y a de l'eau forcément à côté, il y a une rivière. Ou alors, est-ce que c'est un authentique phénomène paranormal, l'esprit frappeur, poltergeist, pourquoi pas, en tout cas on ne sait pas, mais il y avait noté qu'il y avait quand même la présence de deux adolescentes perturbées, puisqu'elles avaient perdu leur mère peu de temps avant, et que manifestement elles ne faisaient pas encore le deuil de leur mère. Voilà. En tout cas, on ne sait pas bien. Il y a d'autres histoires, là il y en a deux autres, hein, je vais aller plus vite. C'est Rosenheim en 67 et Enfield à la fin des années 70. Dans le premier cas, donc ça se passe en Bavière, dans un cabinet d'avocats. Vous avez une jeune fille qu'on voit en photo à gauche, là. Il y a des esprits, hein. C'est l'esprit qui a pitié de moi et qui veut que je prenne un peu de... Et donc, oui, cette jeune femme, là, Anne-Marie, elle concentrait autour d'elle une énergie incroyable et elle, c'était que des perturbations électriques. Elle arrivait dans le cabinet d'avocat et là, toutes les ondes explosaient les unes après les autres. Enfin, c'était un truc de dingue. Les objets se déplaçaient, enfin, il y avait vraiment voilà, de l'énergie. Les compteurs téléphoniques aussi, il y avait le téléphone à l'époque et il y avait des dizaines d'appels qui se déclenchaient tout seuls. Voilà, c'est comme si quelqu'un tournait de manière presque magique les numéros préférés, c'est des trucs à cadran, et les appels partaient tout seuls. Et là, c'est pareil, il n'y a aucune théorie qui permet d'expliquer, sauf que quand on a éloigné la jeune femme, on lui a dit bah, tu ne viens plus au cabinet, et ben, au cabinet d'avocat, les phénomènes, bien sûr, se sont tous arrêtés. Voilà. Alors après, on a appris que cette jeune femme, qui n'était pas une adolescente, hein, elle avait 25 ans à peu près, je crois, mais par contre, elle était très très perturbée à ce moment-là parce qu'elle était en conflit avec son père, une histoire personnelle. En tout cas, elle traversait une très mauvaise période de sa vie. Dans le cas d'Enfield, que vous voyez à droite, ça se passe à Enfield, c'est en Angleterre. Alors c'est un cas un peu plus controversé parce qu'on a dit que c'était truqué, superchevé, enfin on ne sait pas très bien, mais il y a quand même des choses très étonnantes dans cette histoire. Là aussi, tous les faits se matérialisaient en présence de ces familles. Hein. Une famille avec la mère, il y a pas, le père, je ne sais pas où il est, il y a la mère et ils étaient 4 enfants de mémoire. Et c'est surtout, les phénomènes se déroulaient autour de 2 filles, les sœurs Margaret et Janet. Et pareil, dès qu'on a éloigné les 2 filles, les phénomènes se sont arrêtés. Alors on a d'autres histoires à Arc-Vatripon, près de Tournai en Belgique, en 1993, c'est un cas très connu aussi de poltergeist. South Shields en Angleterre en 2006. Enfin, voilà, on a
assez régulièrement, mais c'est pas non plus, il n'y en a pas des milliers, mais assez régulièrement en Europe, aux États-Unis, un peu partout, des phénomènes, des histoires comme ça, où dans une maison, voilà, il y a un désordre complet, il y a des phénomènes totalement, des manifestations totalement inexpliquées. Il y a un cas qui est très intéressant, alors lui c'est au Québec, ça se passe en 89, à Beauport. On est dans une maison à 2 étages pour personnes âgées, et dans cette maison, il y a des coups très très violents. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est l'histoire qui ressemble le plus à celle de la machine. Donc il y a des coups très très violents qui se font entendre sans qu'on puisse absolument l'expliquer. Et au point que d'ailleurs, il y a même une caméra de surveillance et même un jour une équipe de télé qui est venue faire un petit reportage. Au moment où ils interviewent une des personnes qui habite là, et juste à côté, on entend un coup énorme et on voit la cloison qui bouge sur elle-même. Donc ça a été filmé en même temps. Alors il y a des techniciens qui vont passer dans la maison, ils vont tout chercher, les causes géologiques, la plomberie, etc. Au point que le technicien il dira, mais il est sorti en courant parce qu'il a dit, mais il y a quelqu'un qui m'a bousculé. Il y a une sorte d'esprit qui m'a bousculé. Enfin, il ne voulait plus revenir. Alors il y a des rumeurs qui ont circulé comme quoi il y avait un homme âgé serait décédé au premier étage, sa veuve aurait organisé des séances de spiritisme. Enfin, vous voyez, dans ces genres d'histoires, après vous avez bien sûr des gens qui rajoutent des histoires, après on ne sait pas. Là on est dans le côté, on est entre la rumeur, le truc pas très attesté. Voilà. Quand c'est filmé par une équipe de télé qui vient faire un reportage et qu'on voit le truc, bon, déjà là c'est plus convaincant. Après, quand on vous raconte des histoires de spiritisme en plus. Mais enfin je vous le dis parce que ça a été dit. En tout cas les journalistes vont venir, la police va venir, enfin plein de gens vont venir un peu comme à la machine. Finalement on va évacuer les personnes âgées en attendant de savoir ce qui se passe parce qu'elles ont toutes peur. Et on va trouver qu'il y avait une jeune fille qui travaillait là et qu'en fait quand cette jeune fille a arrêté de travailler dans cette maison, tous les phénomènes se sont arrêtés aussi. Voilà. La différence avec la machine, c'est qu'à Beauport, les manifestations étaient irrégulières. À la machine, c'est régulier. Tous les soirs, pendant 2 mois, de 19h à 20h. Là, c'est irrégulier, c'est en pleine nuit, c'est le matin, c'est à n'importe quelle heure. C'est très agressif. À Beauport, c'est très agressif. C'est vraiment comme si quelqu'un voulait que tout le monde s'en aille. Enfin, c'est méchant, quelque part. Il n'y a pas de dialogue. À la machine, il y a un vrai dialogue. On pose des questions au mur, il répond. Voilà. Là, à Beauport, il n'y a pas de dialogue. Voilà, mais sinon, c'est le cas que j'ai trouvé qui était vraiment le plus proche de la machine. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un authentique phénomène paranormal? Alors, je vous présente Yves Lignon. Moi, j'aime bien parler d'Yves parce que d'abord, c'est un ami. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est un monsieur qui habite à Toulouse. Pour moi, c'est le pape de la parapsychologie en France. Il s'intéresse à ces sujets depuis 50 ans ou moins. Enfin, il a 80 ans, hein, mais ça fait au moins 50 ans. Je crois qu'il a visité entre 100 et 120 maisons dites hantées. Et donc il connaît très très bien les histoires de poltergeist, d'esprit frappeur, de spiritisme, de tout ça. Et donc lui a été en 76, donc 24 mois après, il y a une équipe de FR3, à l'époque ça s'appelait FR3, qui fait des enquêtes sur les affaires un peu étranges, et donc ils vont à la machine. Et ils vont aller rencontrer la famille, la famille P, la famille de Dominique. Alors à l'époque, 76, tout est fini. Ils sont tranquilles. C'est un retour en arrière sur l'histoire de 73, mais quand Yves Lignon va à la machine, il n'y a plus de coups, il n'y a plus rien, Lui, il va pour beaucoup les rencontrer, voir le contexte, échanger avec la famille, avec le commandant aussi, Guibert. Il dira d'ailleurs, il a dit, j'ai été stupéfait par la qualité de leurs investigations. Guibert a pensé à tout ce qu'il fallait au moment où il fallait. C'est la qualité de ce travail qui, à mon avis, permet de valider l'hypothèse paranormale. Pour Yves Lignon, sa théorie à lui, je vous dirai la mienne, hein, mais sa théorie à lui, c'est que on est en face en fait d'une sorte de création psychique. Il n'y a pas d'esprit. Dans le mur, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas ça. Il y a une sorte de création psychique. En fait, il a constaté que le mur n'intervenait que pour répondre aux sollicitations. Normalement, quand il y a une entité, enfin, si tant est qu'il puisse y avoir des entités, mais quand il y a des entités, elles font ce qu'elles veulent. Elles interviennent quand elles veulent. Là, le mur, il n'intervient que si on le sollicite. Ça, c'est important.
Et quasiment tout le temps, c'est le fils, c'est Dominique qui sollicite le mur. Ou quand c'est le commandant ou des témoins, le fils est là, est présent. Le mur ne se manifeste que quand le fils est présent. Jamais il ne s'est manifesté pendant les 2 mois quand le fils était même sorti 10 minutes. Jamais. Donc, tout naturellement, la déduction, c'est qu'il y a un rapport étroit entre les coups dans le mur et le fils, et Dominique. Ça va. Alors après, la question de savoir, c'est quel est ce rapport, quel est ce lien. Donc en fait, Yves, il va sympathiser avec la famille. Il va surtout sympathiser avec le jeune Dominique et il va lui proposer de faire des tests de perception extrasensorielle. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, on donne des cartes, on demande à la personne de dire ce qu'il y a sur un certain nombre de cartes et après on note le nombre de fois où elle a raison ou elle a tort. Et là il s'est aperçu que le jeune Dominique, il répondait beaucoup plus que la moyenne. Donc il avait un don, il avait en tout cas un talent pour deviner ça. Voilà, il constate juste ça, il le note en disant ce jeune garçon, en tout cas, est capable de... ça dépasse la moyenne statistique. Voilà. Et donc, pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que souvent, les gens qui sont capables de déclencher des mouvements physiques, donc des choses qui tombent par terre, des ampoules qui éclatent, etc., ont aussi des talents psychiques. C'est pour ça qu'il voulait vérifier. Là, déjà, il y a en tout cas un indice, une preuve, mais un indice, un indice que chez Dominique, il y a des facultés. Je vais le dire comme ça, il y a des facultés. Et donc, Yves Lignon va écrire, il va faire une sorte de rapport, il dira « Le garçon est doté du don de voyance et d'une perception extrasensorielle s'accompagnant d'un dégagement d'énergie qui peut provoquer les coups dans le mur. » Pour lui, il est convaincu. Il dit l'affaire de la machine, les coups dans le mur sont de nature paranormale en ce sens que leur réalité est objectivement constatée. C'est vrai, il y avait des témoins, tout le monde les a entendus, c'est pas inventé. Et qu'on ne connaît pas de théorie scientifique qui permette d'en rendre compte. Et quant au test, il permet d'envisager l'existence d'une corrélation entre le psychisme de Dominique et la présence des coups. Ça, pour lui, c'est des résultats établis. Et la suite, après, ça relève de la spéculation. Lui, il s'arrête là. Il dit, voilà, je constate que le jeune Dominique a des facultés, et qu'il y a peut-être une corrélation possible. Et en fait, si ce phénomène extraordinaire qui soit, voilà, de poltergeist ou d'esprit frappeur, on l'appelle comme on veut, est aussi fascinant, c'est parce que, en fait, on ne comprend pas le mécanisme. On ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas ce qui déclenche ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, apparemment, dans l'histoire de la machine, le jeune Dominique, qui serait animé d'une tension intérieure mal maîtrisée, serait capable de déclencher des perturbations physiques. Voilà, j'essaye de le dire comme ça. Et en fait, c'est vrai que ce qui s'est passé chez eux, chez la famille P, ça s'apparente à ce qu'on appelle les phénomènes de petite hantise. Alors, je vous rappelle juste, ça c'est une définition paranormale. Il y a la petite hantise et la grande hantise. La petite hantise, c'est exactement les histoires que je vous ai racontées. On a souvent un individu en situation conflictuelle, alors ça peut être un adolescent, mais pas forcément, qui en fait traduit ou exprime ses problèmes intérieurs de manière extérieure en déclenchant des choses totalement extravagantes. Donc on va avoir des bruits, en l'occurrence des coups. On peut avoir ce qu'on appelle de la télékinésie. La télékinésie, c'est ça, je prends ma bouteille et la bouteille bouge toute seule, tombe par terre, des assiettes qui se brisent, les ampoules qui éclatent, des choses comme ça. On peut aussi avoir des odeurs, des parfums, des odeurs qui se déclenchent, qui viennent de nulle part, des objets qui se déplacent, des objets qui disparaissent, enfin voilà, toutes sortes de choses. Voilà. En général, ce qu'on appelle la petite hantise est toujours limitée dans le temps. Je salue au passage mes amis qui viennent de Marseille. et je vous donne rendez-vous, d'ailleurs je fais une toute petite aparté parce qu'on fait une conférence notamment avec Pascal sur les ovnis à 16h30. Donc voilà, si vous êtes toujours là, venez parce qu'on va parler de ce qui se passe dans le ciel. Et donc, oui, petite hantise, phénomènes qui sont limités dans le temps. En général, ça peut être une semaine, un mois, mais ça, c'est jamais beaucoup plus. Dans un espace restreint. Donc
Donc une maison ou pièce, là c'était la chambre du garçon, le moulin de Père-Belle, enfin vous voyez. Et un groupe social centré sur un individu. Donc, dans la petite hantise, il y a de l'énergie. Ça, c'est sûr qu'il y a de l'énergie, parce que pour déclencher tous ces phénomènes qui sont assez spectaculaires et violents, il y a forcément de l'énergie. La question est de savoir d'où elle vient et comment elle se déclenche. Le problème, c'est que souvent, on ne cherche pas à reproduire les phénomènes, on cherche à les faire cesser. Donc, ça va à l'encontre de la science. La science, elle aime bien observer, mais dès lors que vous faites cesser un phénomène, après, c'est impossible de l'étudier. Ça, c'est un vrai problème. Yves Lignon, il est allé un peu plus loin. Là, vous avez donc le commandant, avec à gauche le petit Dominique, et à droite les parents. Et en fait, quand il a passé du temps dans la famille, Yves Lignon, il a quand même il a observé un peu les gens, il a regardé un peu leur personnalité. Et il a dit, j'ai rencontré les parents, et mes petites connaissances en psychologie m'ont permis de me rendre compte que la famille était archétypique, avec un père très discret, une mère hyperactive et très bavarde, et un fils longtemps espéré, un fils unique bien sûr, il était surnommé Doudouche, Dominique, et qui en fait s'en remet à sa mère pour tout, à chaque moment, c'est-à-dire en fait, à chaque fois il lui demande pour un oui, pour un non, il la regarde pour avoir son accord quelque part de ce qu'il dit. Et Yves Lignon, il en a traduit que, enfin il en a compris que Dominique, il n'avait pas beaucoup d'amis, il vivait un peu de manière un peu introvertie, très très étouffé par sa maman. Enfin, qui était très protectrice, et que finalement il s'est dit, est-ce que le petit Dominique ne serait pas inventé une sorte d'ami imaginaire? En fait, l'ami imaginaire, il l'aurait créé dans le mur. Voilà. Ils sont mis une sorte de copain avec qui on peut parler, avec qui on peut poser des questions, enfin, vous voyez, ce genre de choses. En plus, c'est très valorisant parce que c'est pas un ami comme tout le monde. C'est dans le mur, quand même. C'est un mur qui parle ou qui fait du bruit. Tout le monde n'a pas des amis comme ça. Voilà. Donc voilà. Bon. Yves Lignon, quand je lui ai demandé ce qu'il en pensait, il m'a dit, moi je pense que c'est vraiment une réaction concrète à la possessivité excessive de la mère. Et que le petit garçon avait besoin de s'extérioriser d'une manière ou d'une autre. Il ne savait pas comment le faire, et il a trouvé cette solution. Enfin, il n'a pas trouvé, c'est sorti de lui comme ça, mais selon des mécanismes qui nous sont complètement inconnus. Moi, j'ai même poussé un peu plus loin l'hypothèse en me disant, et là je vous renvoie à ce que j'ai dit au tout début, en vous présentant la vie, la machine. On est en 1973, c'est une petite ville minière qui est en totale. Je le ferai. Il y a le bouton qui est là, hein, c'est ça? Oui, donc je vous disais, ouais, cette petite commune là, qui est totalement en déclin, où je pense que les gens étaient très inquiets. Alors les gens, la famille peut-être, sans doute, parce que le père était mineur, mais donc il devait entendre des histoires comme quoi ça va fermer, on n'aura plus de boulot, enfin vous voyez. Et je pense que cette angoisse, cette inquiétude devait se répandre un peu partout, et que le garçon, sans comprendre, a joué le rôle d'une éponge. C'est-à-dire qu'il a absorbé en lui toute cette inquiétude, cette angoisse, et qu'il a ressorti d'une manière, d'une manière un peu énergétique, on va dire, mais sans bien sûr maîtriser tout ça. Un peu, j'ai envie de le comparer à une petite éponge psychique, un petit Dominique. Après, c'est une hypothèse, hein, voilà, c'est une hypothèse, mais quand vous regardez, c'est bon, si vous êtes un sémiologue, c'est quelqu'un qui analyse les signes, tout autour de Dominique, il y a cette impression qu'on va aller droit dans le mur, vous voyez, sans mauvais jeu de mots. Et donc, bon. Et en même temps, il y a une incertitude absolue tout autour, l'inquiétude, qu'est-ce qui va nous arriver? Le seul qui est sûr de tout, c'est le mur. Le mur, il est infaillible, il répond tout. Vous voyez, donc il y a ces jeux d'opposition. Enfin, moi, je me suis dit, là, entre ce côté incertitude, certitude, etc., il y avait quelque chose. Je ne sais pas quoi. C'est une hypothèse, c'est de la spéculation, mais il y a quelque chose avec ça. Voilà. Alors, je vais conclure. On vous dit, on va finir par dire qu'est-ce qu'ils sont devenus. J'aime bien faire ça. Alors, ils ont poursuivi leur existence tous avec des fortunes diverses. Le commandant Gilbert, il a quitté ses fonctions de gendarme en 84.
En fait, très affecté parce qu'en 83, il y a un de ses fils qui est mort et qui était gendarme. Donc après, il a continué, il était enquêteur privé spécialisé dans les fraudes aux assurances. Et puis depuis 97, alors, je sais que j'avais regardé pendant le Covid, là, pendant le confinement, il était encore vivant. J'imagine pour lui qu'il est toujours, je le souhaite en tout cas. Donc il est dans le près de Verbe, voilà, il est dans sa petite maison. De temps en temps, il répond aux journalistes qui lui demandent encore des détails, mais il a tout dit, hein, franchement, sur l'histoire de la machine. Et c'est lui qui a l'original de l'enregistrement de l'Esprit frappant. Voilà. Le couple P, donc les parents de Dominique ont toujours voulu garder l'anonymat. Alors on a dit qu'ils étaient partis, loin de la machine, qu'ils étaient partis dans le Midi, c'est pas vrai. En fait, ils sont restés jusqu'à leur mort dans la cité des Minimes. Il y a eu d'autres locataires après dans leur maison. Apparemment, il ne s'est jamais rien passé d'anormal. Tous les témoins de l'époque ont pratiquement tous disparu. En 73, c'est très loin. Enfin, ils sont soit disparus, soit âgés. Et Dominique en question, lui, ne veut plus du tout. Alors on a essayé, Yves Lignon, qui avait vraiment copiné avec lui, a essayé de le recontacter. Je lui avais demandé d'ailleurs si c'était possible et il m'a dit mais il veut parler à personne, il ne veut plus du tout entendre parler de cette histoire. Il a tourné la page complètement, il ne veut plus en parler. Voilà. Et donc, moi j'avais lu une petite anecdote et je termine là-dessus. En novembre 2015, il y avait le journal du Centre qui avait raconté cette histoire. Et il disait qu'il y avait une nouvelle famille de locataires qui venait juste d'arriver dans la maison où c'était arrivé. Et étrangement, c'était un couple avec deux enfants dont l'un avait justement 11 ans, qui était exactement l'âge de Dominique en 73. Mais à ma connaissance, je ne sais pas si l'histoire a recommencé ou si ça a été tranquille. En tout cas, je n'ai rien entendu. Voilà, je vous remercie de votre attention.